toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Game over pour le test d'anglais obligatoire dans l'enseignement supérieur. Le Conseil d'État vient d'annuler la certification de langue anglaise obligatoire en licence DUT et BTS. Jusque-là, les étudiants du supérieur ne pouvaient pas se voir délivrer leur diplôme sans ce fameux test. Une victoire pour les étudiants et les administrations qui voyaient cet examen comme une attaque claire au plurilinguisme. Il faut laisser plus de place aux autres langues, selon eux. On en parle avec notre invitée Marilyn Henriquez, présidente de la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci beaucoup d'être là. Ce recours auprès du Conseil d'État, donc, c'est votre fédération qui l'avait déposé, c'est ça? Oui, accompagnée de 14 autres associations. Ouais. Je tiens à le souligner, mais effectivement, on l'a déposé. Donc, c'était en septembre 2020, peu de temps après que du coup, le gouvernement ait déposé le décret à propos de cette obligation de passage certification en langue anglaise. Donc, que dit exactement justement cette décision du Conseil d'État? Et en fait, elle annule totalement le décret et ça fait comme si le décret n'avait jamais existé. Et donc, c'est pour nous vraiment une grande victoire surtout pour les étudiants et les étudiantes. Elle annule l'obligation, mais pas le passage du test. On peut toujours passer ce test d'anglais. Oui, alors il existe différents organismes privés ou publics de passage de certification en langue anglaise, mais aussi dans plein d'autres langues. Et donc, oui, le passage obligatoire pour obtenir son diplôme est bien annulé, mais bien sûr, tous les étudiants et étudiantes qui le souhaitent peuvent passer des certifications en langue anglaise ou dans d'autres langues. Quand cette mesure sera-t-elle effective, alors, exactement? Elle a été effective à partir du moment où le Conseil d'État a donné sa décision, donc c'était le 8 juin dernier, donc elle est effective là pour tout. Donc pour la rentrée, on imagine 2022 plutôt. Exactement, oui. Pas pour ceux qui étaient actuellement en licence ou en DUT ou BTS cette année. Pour ceux qui étaient prévus juste après le 8 juin, donc c'est totalement annulé pour eux. Et ceux qui l'ont passé avant, ils l'ont juste passé, mais voilà. Est-ce que ça va s'appliquer à toutes les filières confondues? Oui. Oui, c'est ça. Tout confondu, licence professionnelle, BTS et DUT, comme vous l'avez dit juste avant. Et ça concernait de toute façon tous les étudiants et étudiantes de toutes les filières, pas seulement ceux que je viens représenter, linguistes et en langue, mais vraiment absolument pour tous les étudiants et étudiantes. Et voilà, vraiment une grande victoire pour tout le monde. En quoi consistait ce test exactement? C'est ce que vous le disiez, plusieurs institutions, organismes pour le passer. Est-ce qu'on peut le comparer à peut-être ceux qui nous regardent connaissent bien, le TOEIC, le TOEFL? Voilà. En quoi consistait exactement ce test? Alors en fait, c'était aux universités de choisir l'organisme qui allait faire passer la certification à leurs étudiants et étudiantes. Donc c'était à eux, parmi différents organismes, de choisir et d'après de l'organiser, donc que ça soit au niveau trouver une salle, trouver des personnes compétentes pour les faire passer, etc. Donc c'était vraiment au choix des universités. Donc en fait, tous les étudiants et étudiantes de France n'allaient pas avoir du tout la même certification. C'est-à-dire, justement, ça veut dire que les niveaux allaient être différents? Alors, ce qui était assez aberrant dans cette décision de vouloir faire passer absolument une certification en anglais, c'est qu'il n'y avait aucune demande d'un niveau minimum requis. C'est-à-dire qu'on demandait juste aux étudiants et étudiantes de passer le test, peut-être même de rendre copie blanche, peu importe, et c'était tout. Donc on n'était pas obligé de l'avoir, de le réussir. Finalement, ce test, il fallait juste le passer. Voilà. Donc ça ne correspond pas du tout aux objectifs premiers qui étaient d'améliorer le niveau en langue des étudiants et étudiantes. Mais quel était l'intérêt alors selon vous d'avoir mis en place cette mesure-là, de rendre un test obligatoire, en effet dont l'objectif n'était pas de le réussir, mais juste de le passer? L'objectif, donc, comme je disais, c'était vraiment premier, c'était d'améliorer le niveau et l'apprentissage des langues des étudiants et étudiantes. Mais juste le biais qui a été choisi était vraiment qui n'était vraiment pas le meilleur. Et il y a d'autres manières que de faire passer une certification pour améliorer le niveau. Tout simplement, l'argent qui a été voulu investi dans ces certifications, le remettre dans du réemploi des professeurs en langue étrangère, dans une meilleure qualité des cours, avec peut-être des cours plus restreints au niveau des nombres, avec une adaptation au niveau des différents niveaux des étudiants et étudiantes, des nouvelles méthodologies pédagogiques. Enfin, vraiment, il y avait d'autres choses
que d'obliger une certification qui finalement, comme son nom l'indique, ne fait que certifier d'un niveau et ne permet pas de s'améliorer. On va revenir évidemment avec vous, Marilyn Henriquez, sur les solutions que vous donnez pour favoriser l'apprentissage des langues, qui ne passe pas donc par ce test. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Vous avez parlé de budget. Qui finançait justement ces certifications proposées donc à des organismes extérieurs? C'est ça, à l'école, les écoles, les universités faisaient le choix d'un organisme. Qui finançait derrière? Alors au début, le gouvernement avait dit qu'il finançait entièrement, puis finalement c'est révisé et ne disait qu'il ne financerait qu'une partie, donc c'était aux universités de financer l'autre partie. Ouais. Aux étudiants aussi des fois? Ça pouvait retomber sur les étudiants? C'était dit oralement que ça n'arriverait jamais, mais sur le papier, il n'était écrit à aucun moment que les étudiants et étudiantes n'auraient pas à payer un jour pour passer certification et donc payer pour obtenir un diplôme. Quel était le budget moyen, juste pour qu'on se rende compte à peu près du passage d'un test comme celui-ci? Alors ça dépend des organismes, mais il faut compter environ par étudiant et étudiante 100-200 € à peu près pour le passage d'une certification d'un organisme privé. Mais il existe aussi des certifications publiques. Le CLES en est un, est une certification publique qui permet à tout étudiant et étudiante de passer au moins une fois par an une certification en différentes langues, pas que l'anglais. Marilyn Henriquez, j'ai vu que vous dénonciez aussi une charge mentale, c'est ce que vous avez dit aussi pour les étudiants. De quelle manière ce test-là représentait-il une charge mentale? Puisque, on l'a dit, en effet, il n'était pas obligé de le réussir, juste de le passer. Voilà. Pourquoi c'était pas une bonne chose, justement, selon vous, pour l'étudiant, ce test-là? La communication auprès des étudiants et étudiantes était très mauvaise. Ouais. Je ne rejette pas la faute des universités parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à voir. Mais on ne leur a pas vraiment expliqué qu'en fait, il fallait juste la passer et qu'il n'y avait pas une demande de niveau. Donc il y a eu un énorme stress quand ils ont vu... Oula, on doit passer une certification, je ne suis pas du tout préparée. Donc, en plus de tous leurs autres examens, beaucoup se mettaient une charge énorme parce que ils comprenaient bien que de ce qu'ils comprenaient, c'est que s'ils ne réussissaient pas, ils n'avaient pas leur diplôme, ce qui était faux. Mais du coup, il y a eu un gros problème de communication et donc vraiment une source de stress. En plus des examens qui arrivent souvent sur la fin d'année, c'était vraiment une grosse charge. Puisqu'on ne les ait pas dans l'apprentissage ou dans les révisions, en tout cas, de ce test. Non, du tout. Il n'y avait aucun accompagnement qui était proposé en amont pour préparer le test, par exemple, ou même après, pour proposer des solutions pour améliorer son niveau. Vraiment, c'était que la certification et vraiment les étudiants et étudiantes étaient laissés dans ce flou un peu de communication. Comment vous l'expliquez ça? Les associations justement étudiantes, elles n'ont pas fait ce travail justement de sensibilisation, de communication auprès des étudiants? En tout cas, nous, on l'a fait. Oui, on l'a fait pendant 2 ans, accompagné aussi d'autres fédérations et associations qui nous accompagnent là-dessus. Mais c'était aussi aux universités, à un moment donné, de communiquer. Mais j'ai bien conscience que, même pour elles, c'était très compliqué, humainement parlant, déjà organisé. Voilà, faut embaucher plus de monde, il faut organiser dans une salle, il faut que des gens soient formés pour faire passer la certification. Et oui, justement, parlons-en. Charge mentale pour les étudiants, charge mentale aussi, enfin mentale, en tout cas logistique pour les universités, les administrations, d'organiser ce type de test. Vous parlez, c'est ça, de réserver des salles? Oui, il y a toute une organisation à avoir, voilà, des règles à respecter. Il faut que les gens qui fassent passer la certification soient forcément formés. Vraiment, il y avait toute une logistique humaine et du coup financière aussi, parce que si on fait intervenir des gens, il faut forcément les payer pour qu'ils viennent surveiller, corriger, etc. Donc c'est vraiment une logistique qui reposait énormément aussi sur les universités. Donc là, vous sentez quoi, un soulagement de la part aussi des universités finalement? Oui, vraiment. Et des quelques retours qu'on a eus, ils sont vraiment contents de ne plus avoir à ça à se préoccuper. Ils ont beaucoup de choses déjà à se préoccuper, donc voilà. Marilyn Henriquez, l'anglais, selon vous, pour revenir donc au sujet un peu principal, en effet, il y a la suppression donc, de ce test obligatoire, mais l'anglais, selon vous, avait été mis sur un piédestal presque, on va dire, voilà, dans la manière dont on l'apprend aujourd'hui en France. Pourquoi on s'est concentré beaucoup sur l'anglais, beaucoup moins sur d'autres langues aussi, qui sont peut-être tout aussi importantes? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, voilà? L'anglais mis sur un piédestal comparé aux autres langues. Mais moi, personnellement, dans mes études, c'était forcément l'anglais. Et après, on avait la possibilité d'avoir une AVL2 ou LV2 ou une option. Mais l'anglais est énormément mis en avant. Alors, j'ai bien conscience qu'effectivement, au niveau économique, au niveau international, c'est la langue la plus parlée, effectivement. Mais on ne peut pas contester son utilité, non, en effet. Non, quand même pas. Mais
au niveau international, il y a quand même énormément d'autres langues et de placer une hégémonie sur l'anglais et du coup d'invisibiliser les autres langues, nous, ça va à l'inverse de nos valeurs dont prône le plurilinguisme et qui sont vraiment des valeurs qui nous sont chères et qui, nous pensons sincèrement, qui sont importantes et de promouvoir absolument toutes les langues internationales comme langue de France. Justement, quelles langues, selon vous, ont été délaissées, justement, peut-être ces dernières années ? Toutes les autres langues que l'anglais, finalement, que ce soit même les autres langues qui arrivent souvent, LV2, espagnol, allemand, mais aussi, finalement, toutes les autres qui ont tout à fait leur place au niveau international. Pour les filières linguistiques, justement, expliquez-nous comment ça marche exactement. On a une LV1, une LV2, une LV3. Voilà, expliquez-nous un peu comment ça marche. Alors, ça dépend aussi en fonction des universités. Tout n'est pas uniformisé. Mais dans les filières que je représente, souvent, oui, il y a une LV2 et une LV1, sauf si l'étudiant-étudiante fait une licence que en anglais, que en polonais. Souvent, c'est la langue principale. Mais du coup, c'était aussi aberrant pour ces étudiants-étudiantes-là qui, par exemple, étudier une licence de japonais, de toute autre langue. Ils devaient passer une certification en langue anglaise. Ça n'avait vraiment aucun rapport avec leurs études et leur potentiel projet professionnel derrière. Donc, pour revenir aux solutions, donc, vous en avez émises déjà tout à l'heure un petit peu, mais voilà, quelles sont aujourd'hui vos propositions pour valoriser justement l'apprentissage de ces autres langues au sein des écoles et universités aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Comme je disais au début, il y avait... Remettre un test obligatoire pour l'espagnol, par exemple ? Non, pas forcément, mais il y avait quand même 7,3 millions d'euros qui étaient alloués pour faire passer certification. Donc déjà, transférer cet argent dans justement un réemploi efficient de professeurs en langue étrangère, des cours plus adaptés avec une méthodologie innovante, des nouvelles méthodes pédagogiques, nouvelles approches. Peut-être s'inspirer aussi de nos voisins. Nos voisins sont... De qui, par exemple ? L'Allemagne ou d'autres pays sont vraiment très bons au niveau de l'apprentissage des langues. Donc, essayer de voir aussi comment eux fonctionnent pour pouvoir s'en inspirer et l'appliquer chez nous. Nous, on aborde les langues d'une façon très différente et de façon très scolaire. Il faut peut-être aussi l'appliquer à l'ancrer dans la vie réelle, finalement. Et puis, essayer vraiment qu'on l'a vu juste avant, mais vraiment promouvoir toutes les langues internationales comme langue de France aussi. Mais ça, vous y croyez, une nouvelle allocation, on va dire, du budget, c'est-à-dire ce budget-là, l'État ou le ministère de l'Enseignement supérieur qui dirait, OK, on prend le même budget et maintenant on le met sur cet apprentissage des autres langues. Vous y croyez à ça ? Oui, j'y crois. Si j'en parle, j'y crois quand même. Mais c'est ce que vous poussez, vous, en tout cas ? C'est ce que nous, on pousse, c'est ce que nous, on met dans nos revendications. C'est que, voilà, certes, il y a une grande victoire pour les étudiants et étudiantes, mais il faut qu'il se passe quelque chose derrière aussi. Et aussi faire appel tout simplement à des fédérations comme nous, mais d'autres fédérations aussi étudiantes. On est les concernés, donc autant faire appel aux personnes concernées pour leur demander qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut changer. Et voilà, on est là aussi pour apporter cette expertise-là. Donc, faire appel à nous, tout simplement aussi, dans les discussions. Vous faire confiance. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Marilyn Henriquez, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle donc, vous êtes présidente de la Fédération nationale des associations étudiantes linguistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.